Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Cette conférence s'intitule L'art d'accueillir les opinions divergentes. Je pense qu'on est dans toute une semaine pour explorer cette thématique-là aussi. Qu'est-ce qu'on veut dire par opinion divergente? On veut dire des points de vue, des idées qui vont différer. Donc, des positions peut-être qui sont déjà exprimées ou des positions qui sont peut-être exprimées de manière majoritaire dans un environnement et qui nous donnent des fois l'impression que oups, ça tire dans toutes sortes de directions. Puis comment est-ce qu'on fait pour ramener ça dans un contenant de dialogue qui est fructueux, qui est constructif quand on a l'impression que ces opinions-là vont peut-être nous amener dans des conflits, dans des désaccords, dans quelque chose qui est inconfortable. C'est pour donner du sens autour de l'importance de ces opinions divergentes-là. Juste pour jouer avec ça, j'ai envie de vous proposer de visiter ma dystopie que je me suis imaginée. De quoi ça aurait l'air un monde, là? Avez-vous déjà fantasmé là-dessus? Un monde où tout le monde serait toujours d'accord avec vous. Tu sais, il y a des journées où est-ce qu'on se lève, qu'on dit, hey, ça serait donc bien le fun aujourd'hui, là, de pas rencontrer ce genre d'adversité-là. De quoi ça aurait l'air, ce monde-là? Tu sais, où enfin on reconnaîtrait, là, tout le génie de toutes vos bonnes idées, là. Là, vous entrez en réunion, vous proposez une idée et tout de suite, là, des regards approbateurs, des sourires enthousiastes. Et là, tout le monde accepte votre proposition. Hein? Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait comme, oh, hein, douce satisfaction, un petit boost de dopamine. OK. Mais là, jour après jour, chaque fois que vous émettez une opinion, tout le monde est d'accord avec vous. À chaque fois que vous faites une proposition, là, elle est adoptée, aucune objection. Qu'est-ce que ça fait? Ben, il y a peut-être l'apaisement de ne plus avoir à pousser contre le courant. Peut-être un petit peu d'euphorie, tu sais, d'être validé, revalidé, tu sais, c'est comme un bon boost pour une vitamine à ego. Pas de conflit, pas de débat, juste l'harmonie totale. Combien de temps ça dure, ça? Combien de temps ça dure avant que vous vous mettiez à vous demander, voyons, mais mes idées sont-elles vraiment bonnes? Tu sais, un petit doute là qui commence de peut-être même de la paranoïa. Je pense que moi, je me demanderais s'il n'y a pas un mémo qui a été passé à tout le monde sans que je le sache, de plus jamais me contredire. Tu sais. Puis si c'est pas cette panique-là, ben c'est l'ennui. Imaginez comment ça deviendrait ennuyeux un monde là où tout le monde est d'accord avec tout le monde. La créativité en chute libre. On regarde d'un bord puis de l'autre, il n'y a plus d'apprentissage disponible. Il n'y a plus de défis, il n'y a plus de surprises. Ma motivation, s'il n'y a plus rien qui est challengé, s'il n'y a plus rien qui est challengé, combien de temps avant qu'on se mette aussi à négliger des facteurs critiques et à commettre des erreurs? Bien, c'est une chance parce que aux dernières nouvelles, ce monde-là utopique, ben, il n'existait pas. Fait que ça, on est sécure là-dessus. On a beaucoup de chance parce que nos expériences à tout le monde, nos cultures, nos personnalités, nos sensibilités différentes nous amènent une multitude de points de vue, de perspectives qui étirent, agrandissent le monde des possibles à chaque jour. Donc, on peut compter sur ces opinions divergentes-là. Pourquoi est-ce qu'elles sont si précieuses? C'est parce qu'elles viennent nous secouer, nous challenger, puis nous faire sortir de notre zone de confort. Ce serait peut-être un peu doux pendant un certain temps, mais cette zone de confort-là, ben, elle devient un petit peu je veux dire, une prison dorée qui amène pas d'évolution. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir comment est-ce que nos désaccords, plutôt que nous freiner, ils vont nous propulser vers plus de créativité, plus de confiance, plus d'évolution. Avant de poursuivre sur mon sujet, ben, je vais me présenter. Là, vous me voyez à l'écran en double. Donc, je suis Geneviève, formatrice certifiée du CNBC, aussi directrice des formations au travail au sein de Spiralis, notre organisation.
J'ai une maîtrise en psychologie, une dizaine d'années d'expérience comme consultante en évaluation, en développement de programmes pour surtout en petite enfance, aussi en sécurité alimentaire. Et je me consacre maintenant surtout à accompagner des individus, des équipes à développer des relations qui sont plus harmonieuses, à naviguer des défis relationnels, tant personnels que professionnels. Alors, notre ordre du jour pour aujourd'hui, je vous propose d'abord, on change notre regard sur les opinions divergentes, qu'on apprenne aussi à reconnaître les obstacles à leur expression et qu'on comprenne quelle posture peut les favoriser pour qu'on puisse en bénéficier, pour qu'on puisse en tirer là, toute la créativité, toute l'innovation possible. Et d'abord, je vais vous parler un petit peu de communication non violente. Je vais utiliser beaucoup l'abréviation CNV pour parler de communication non violente, juste pour vous aider à traduire nos acronymes. Alors, si vous travaillez dans des environnements où la créativité et l'innovation, c'est essentiel, si vous faites partie d'environnements où il y a des opinions différentes qui sont fréquentes et qui doivent être gérées, qui doivent être amenées dans un dialogue afin de prendre des décisions, ben cette heure-là, elle est pour vous. J'aimerais savoir, avant de parler de CNV, peut-être un petit sondage là, à main électronique levée. Qui ici a déjà entendu parler de CNV? Donc, pour lever la main électronique, là, c'est dans le bas de l'écran, dans les réactions, vous choisissez lever la main. Moi, ça va me dire à peu près combien vous êtes. OK, je vois 50 et ça continue de monter. Mhm. OK, donc un peu plus d'une soixantaine de personnes. Qui a déjà fait une formation en CNV? J'imagine que c'est parmi ces personnes-là. OK, là, on est une quarantaine. Euh, un peu plus de 40. OK, on commence. Ça varie, c'est le fun, j'aime ça. Je fais des statistiques, c'est super. Est-ce qu'il y en a qui c'était avec nous, qui connaissent déjà Spiralis, c'est ce qu'on fait? OK, super. Merci pour ça. Ça me permet de voir un petit peu c'est quoi le diaporama là, des personnes. Donc, on a à peu près la moitié là, qui connaissent déjà la CNV. Donc, pour les autres, puis pour rafraîchir tout le monde, je vous dis quelques mots sur la CNV. Donc, c'est une approche qui a été fondée par Marshall Rosenberg, qui est un psychologue humaniste américain. Donc, l'approche a démarré là, dans les années 70. Vous connaissez peut-être son livre. En fait, il y a plusieurs livres, mais le livre d'introduction de base, donc les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. L'idée de la CNV, c'est d'amener plus de conscience sur notre intention et d'utiliser les mots qu'on exprime comme des points de repère pour aller vers davantage de connexion et avec soi et avec les autres et créer plus de confiance, plus de collaboration. Et nous, chez Spiralis, ben, notre raison d'être, c'est de vivre et de transmettre ces outils-là et la philosophie, parce que oui, il y a des outils, il y a une technique, il y a des façons de faire avec des points de repère très clairs. Et la force de la CNV, c'est probablement toute sa simplicité quand on lit, ça fait plein de sens. Et puis, ben, quand on ouvre la bouche, il y a toutes sortes de choses qui se passent, qui font en sorte que ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait peut-être l'intention de produire comme effet qui sort parce qu'on a des habitudes bien ancrées qu'on essaie de déconstruire à coup de développement personnel qu'on vous propose chez nous. OK. Alors, comment on fait ça? Changer notre regard sur les opinions divergentes. Euh, pour voir un petit peu comment ça va chez vous, juste de vous inviter là, avant de poursuivre sur ce sujet-là des opinions divergentes, si je vous demande à quel point vous avez l'impression que votre équipe ou votre organisation où vous travaillez est à l'aise avec l'accueil des opinions divergentes, ça dit quoi? Juste de
vous posez la question, à quel niveau, à quel point votre environnement de travail est à l'aise avec naviguer plein de possibilités, plein de perspectives, plein de points de vue? Et si vous vous posez la question à vous, personnellement, à quel point est-ce que vous êtes à l'aise de naviguer dans une multiplicité de points de vue avec ceux qui font peut-être pas nécessairement votre affaire? Comment ça va? On parle de plus en plus de gestion collaborative, le leadership bienveillant, d'empathie, de motivation, d'agilité, d'organisation apprenante, d'organisation teal, innovatrice. Il y a toutes sortes de mots qu'on utilise pour générer ou en tout cas encourager la multiplicité des points de vue. Mais on n'est pas tout le temps très bien équipé. On dit qu'on le fait, on veut le faire, on y aspire, mais on ne sait pas trop par où passer. Fait que ce que je vous propose d'abord, c'est posons-nous la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça permet, en fait, les opinions divergentes, juste pour se donner l'envie d'aller dans cette direction-là. Donc, pourquoi les opinions divergentes sont nécessaires? D'abord, pour renforcer la confiance et la transparence. Les organisations qui réussissent à bâtir des cultures où il y a des opinions divergentes qui sont accueillies, mais elles développent aussi un climat où il y a plus d'authenticité, plus de confiance. Les personnes à l'intérieur de ces environnements-là se sentent en sécurité de partager des idées, de partager des points de vue. Et donc, on valorise ces idées-là, on valorise la contribution de chacun. Et ça, ben, ça va dans le sens de favoriser la collaboration à long terme. Hum. Quand il y a des points de vue divergents, ben, il y a du conflit. Mais étonnamment, le conflit, ça rapproche. Parce que quand on apprend à confronter de manière constructive nos idées qui vont pas dans le même sens, ben, qu'est-ce que ça fait? On apprend à mieux se comprendre dans tout plein de nuances. On apprend à mieux travailler ensemble à travers nos différences. Et quand on est capable de travailler malgré nos différences, ben, les forces de chacun sont encouragées et les relations, ben, elles se solidifient. Puis on augmente notre solidarité face aux défis. Et quand on travaille pour une organisation en équipe, ben, c'est pas mal ça notre job, faire équipe face à des défis. Fait qu'on se souhaite ça beaucoup. Aussi, ça permet de stimuler de la créativité puis d'enrichir les décisions. Parce qu'avec la diversité d'opinions puis la confrontation des perspectives, ben, ça devient des moteurs pour de l'innovation. Avec plein de perspectives différentes, ben, on aborde des problèmes avec des nouveaux angles. On favorise des solutions qui sont plus innovantes, plus efficaces, parce que on remet en question les idées reçues, on explore des nouvelles possibilités, on accélère aussi la résolution de problèmes parce que si on se sent à l'aise de faire ah oui, mais est-ce qu'on a pensé à ça? Est-ce qu'on a aussi vu tel angle? Est-ce qu'il y a telle possibilité aussi que je pourrais déposer? Bien, si on se sent à l'aise, ça sort beaucoup plus vite. Souvent, on se dit ah, ben si on a de l'harmonie, là, ah, on avance vraiment bien. Mais est-ce qu'on a vraiment pris le temps de voir, ah, peut-être toutes les petites objections qui pourraient peut-être sortir dans 6 mois, dans un an, puis font, oh, avoir pris le temps de faire émerger tout ça, on en aurait vraiment sauvé à long terme, en fait. Fait qu'on accélère cette résolution de problème-là, on explore plein de possibilités et le fait de les avoir explorées, même s'il y a de la divergence, puis que finalement, on n'adopte pas une idée qui fait consensus, parce que d'aller vers du consensus tout partout, bonne chance. Même si ça ne fait pas consensus, d'avoir pu déposer ces objections, ces idées, qu'on ait pris le temps de les explorer, ça dépose ce qu'il y a à être dit. Et là, on peut faire un choix puis s'y commettre pour de vrai comme équipe. Fait que ça augmente notre capacité à se responsabiliser. Donc, renforcer l'engagement, la responsabilité. Ça permet de l'inclusion aussi, parce que on veut plus juste faire des tâches. On veut, on veut faire partie prenante de nos organisations.
C'est ça qui nous motive, c'est ça qui donne du sens à notre contribution. Et donc, le fait de pouvoir être stimulé puis engagé comme ça, ben, on va plus prendre la responsabilité des décisions avec notre équipe. On va se mettre en mouvement. On va percevoir aussi notre rôle comme significatif. Hey, ma contribution, elle a de la valeur. Même si c'est pas ce qu'on a choisi, hey, moi, mes idées sont intéressantes. Ça permet de mieux raffiner la décision au final. Ça permet de mieux voir. Vous avez sûrement déjà euh, eu un moment, une expérience où est-ce que juste de voir différentes possibilités, ça fait en sorte que si j'ai du choix, ben, je peux bien plus davantage me dire, hey, oui, on y va dans cette direction-là. Le fait de dire non à d'autres possibilités renforce mon oui vers une autre possibilité. Donc, en, euh, en valorisant la diversité des talents, la contribution de tout le monde, on va vers plus de responsabilités et on augmente aussi l'agilité, autant individuelle qu'organisationnelle, puis la résilience aussi. Les équipes qui sont habituées à confronter des idées, elles deviennent plus résilientes, elles sont mieux préparées à gérer des défis, à vivre de l'inconfort, à vivre de l'incertitude. Elles deviennent plus équipées à faire face ensemble. Il y a, en cherchant des bouts d'inspiration pour cette conférence-là, je suis tombée sur Alfred P. Sloan, qui est un des dirigeants de General Motors dans les années 20, en fait. Euh, dans une réunion de direction importante, il arrive, il propose une idée. Tout le monde est d'accord avec lui. Il s'arrête et il dit une phrase qui va être vraiment célèbre. Messieurs, il semble que nous soyons tous en parfait accord. Il l'a pas dit comme ça, mais ça sonnait comme ceci est louche. Ralentissons le processus. Donc, je propose que nous reportions cette discussion à une prochaine réunion, ce qui va nous donner le temps de développer du désaccord et peut-être d'avoir une meilleure compréhension de ce en quoi consiste cette décision. De ne pas accepter le fait que tout le monde est d'accord avec soi comme la preuve que la décision est la bonne. Ça a été le génie de cet homme-là. Alors, comment on fait pour reconnaître les obstacles à la créativité? Parce que maintenant qu'on sait que les opinions divergentes, c'est très intéressant, mais autant pour l'engagement que pour la résilience, que pour la créativité, ben, comment ça se fait que même si on adhère à ça, puis je suis certaine que là, vous m'écoutez, vous faites, ah ben oui, allons-y, on va cultiver ça. Mais comment ça se fait que malgré cette aspiration-là, on ne se rend pas toujours vers cet objectif-là? Qu'est-ce qui nous freine? Et comment ça se fait que, avec tous les bénéfices qu'on peut constater, ce soit si difficile de les accueillir? Et qu'il existe de nombreux obstacles qui sont souvent invisibles et bien ancrés, et ça empêche les équipes, les personnes d'exprimer, de partager librement leurs idées. Donc, reconnaître ces obstacles-là, ben, c'est la première étape pour pouvoir les enlever. J'ai envie de vous partager les résultats d'une étude sur la créativité. Donc, les résultats d'une recherche de George Land et Beth Jarman qui a été publiée là, en 93, mais qui était essentiellement, en fait, George Land avait été demandé pour qu'il crée un test pour pouvoir identifier des génies qui iraient travailler à la NASA. Donc, la NASA lui avait commandé ce test-là. Créer ce test fonctionne très bien pour identifier les génies. Il s'est dit, tiens, c'est intéressant ça pour aller mesurer ces habiletés-là dans la population en général, puis voir comment ça évolue la créativité. Et donc, il a pris son test et en l'adaptant, il l'a fait passer à des enfants de moins de 5 ans. Et donc, considérés comme des génies créatifs,
à 5 ans, à moins de 5 ans, 98% des enfants étaient considérés comme des génies. À 10 ans, même test, 30%. À 15 ans, 12%. Puis là, ben, la dernière statistique est assez triste pour nous. Parce que, bon, ben, ça veut dire qu'on est combien aujourd'hui? On est peut-être deux ou trois là, à être considérés des génies. On va juste se dire que vu qu'on passe nos dîners à faire des choses comme ça, il y a peut-être un petit pourcentage un peu plus élevé, mais ça, c'est juste moi qui dis ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toutes sortes de choses qui se passent en grandissant qui expliquent le fait qu'on va aller vers de la convergence et donc moins de créativité. L'être humain, c'est une bébête sociale. On a on a besoin d'appartenance, on a besoin de sécurité. C'est le groupe qui fait en sorte que je me sens sécure, je ne vais pas mourir, en fait. C'est aussi fort que ça. Fait que faire partie du groupe, c'est vraiment important, puis ça nous pousse souvent à nous rallier aux idées dominantes. Et quand on parle des forces invisibles là, qui nous amènent à faire ça, ben, à force d'être socialisés dans notre système, ben, il y a le biais de conformité. Ça, c'est la tendance à s'aligner avec l'opinion majoritaire parce qu'on a un désir d'acceptation sociale ou on veut éviter les conflits. On ne sait souvent pas comment réagir à des conflits. Donc, pour préserver la paix, c'est plus facile. Je vais juste y aller avec la majorité. Il y a le biais de confirmation aussi. Ça, c'est notre tendance à aller chercher les informations dans notre environnement qui nous permettent de confirmer nos idées déjà existantes. C'est comme, ah, ben oui. Fait que là, je me mets à voir juste les indices qui vont dans cette direction-là, puis à négliger les autres qui pourraient contredire, en fait. Fait que je vais rejeter ce qui met en question le consensus, puis je vais favoriser le statu quo. Il y a l'effet de halo aussi. Puis ça, dans les organisations, c'est souvent associé aux personnes qui sont en position d'autorité ou qui ont un leadership de par leur prestance, la façon qu'ils peuvent amener leurs idées, qui sont peut-être plus charismatiques et éloquents. Donc, on a tendance à accepter les idées d'une personne qu'on estime, que ce soit parce qu'elle est en position hiérarchique, qui a de l'impact sur nous, ou parce que ben, c'est la personne qui parle le plus fort dans le groupe. Ou le plus vite. Ça, c'est l'ancrage. Ça, c'est la tendance à utiliser la première idée comme un point de référence ou comme un baromètre. Après ça, on va mesurer toutes les autres idées par rapport à cette première idée-là. Puis souvent, ben, la première idée, c'est comme, oh, ben là, j'ai plus tendance à la rejoindre. Puis là, ben, elle devient de plus en plus importante, puis elle va prendre une place disproportionnée par rapport aux idées suivantes. Fait qu'il y a la pensée de groupe puis ce désir d'harmonie qui vont faire en sorte que souvent, on ne remet pas en question nos idées. Alors, si on va voir de quoi ça a l'air les principaux obstacles, si on les traduit comme ça, mais il y a la peur du jugement. Donc, quand on redoute le jugement, la critique, les répercussions négatives, ben, à l'idée d'apporter une opinion différente, ben, on devient inhibé, on n'ose plus. S'il y a de la présence de jugement dans l'environnement, si souvent il y a de la moquerie, du cynisme, ben, on va moins oser parler quand on sent que oh, peut-être ça va brasser quelque chose. Donc, on parle de la sécurité psychologique au travail. Fait que dans un climat où les employés ne se sentent pas psychologiquement en sécurité, ils vont pas exprimer, ils vont pas aller exprimer des opinions. Ils vont se décourager de prendre parole. Euh, il y a la rigidité des procédures, des structures aussi qui vont étouffer la spontanéité. Donc, des structures hiérarchiques qui sont trop strictes, ça va dissuader. Surtout si on additionne l'effet de halo là-dedans. Ouf, est-ce que c'est seulement les supérieurs qui vont avoir la légitimité d'exprimer des idées nouvelles ou de les remettre en question?
Fait que souvent, les dynamiques relationnelles, mais aussi les procédures dans les systèmes vont devenir des freins à la créativité quand c'est trop compliqué de remettre quelque chose en question, qu'il y a trop de conséquences, il faut trop revoir tout ce qui a été fait avant. Mais ça aussi, ça décourage. Les systèmes deviennent trop lourds à changer, ça devient des paquebots de procédurites et on n'a plus envie de se mesurer à ce paquebot-là. Surtout quand on arrive avec une idée nouvelle qui nous donne l'impression d'être un tout petit voilier ou un tout petit radeau un peu chambranlant. On se dit, ouf, moi, je passe pas dans cette vague-là, c'est sûr. Il y a la pression de se conformer. Donc, si, il y a une dynamique de groupe avec tous les biais là, qu'on a vus précédemment, mais si ça crée une dynamique de groupe qui renforce l'alignement avec l'opinion majoritaire, ben ça limite l'originalité. Ça rend le fait de diverger comme menaçant. Donc, on va favoriser la conformité à ce moment-là. Et il y a le manque d'outils de communication et de gestion de conflits. On ne sait juste pas comment écouter, comment amener notre idée en donnant du sens, comment nommer qu'on est inconfortable avant de se lancer dans quelque chose pour peut-être se créer des conditions optimales. On ne sait pas comment, quand il y a deux idées qui viennent en tension, comment juste rester présent à cet inconfort-là. Comment parler des stratégies qui viennent un peu en lutte. On a de la misère à le faire juste parce que on ne sait pas par où aller une fois qu'il y a deux idées différentes qui ont été déposées. On ne sait plus comment procéder. OK. Alors, si on s'en va vers comprendre la posture qui les favorise, c'est là que la CNV devient vraiment intéressante. Donc, la CNV propose que même si des stratégies semblent complètement incompatibles, en fait, en dessous, il y a des besoins qui sont là. Et ces besoins-là, ben, ils rejoignent tout le monde. Fait d'accueillir les divergences dans un contexte, ça permet de voir c'est quoi tous les différents besoins qui peuvent coexister, puis de les considérer avant de prendre une décision, puis de trouver une solution qui soit plus intégrative, plus inclusive. Alors, je vous propose trois propositions. Je vous propose trois propositions, c'est ça, pour les favoriser. Donc, développer la conscience des besoins, sortir du piège de la bonne réponse, parce qu'on est beaucoup conditionné à ah, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ceci est une bonne réponse, on va continuer dans cette voie-là, et ceci est une mauvaise réponse. Et dès qu'il y a quelque chose dans notre système qui dit c'est une mauvaise réponse, oups, on est tout inhibé. On n'ose plus parler. Créer un environnement collaboratif et sûr, ou en tout cas sécuritaire. Si on pouvait ouvrir, ou en tout cas euh, mettre en évidence qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des personnes qui se regroupent pour prendre une décision. Derrière les bonnes idées qu'elles proposent, ben, on trouverait toute une soupe de besoins. Euh, on s'est amusé à mettre des propositions de besoins pour nos différents personnages, mais les idées qu'elles vont énoncer ou qu'elles n'oseront pas énoncer, mais les questionnements qu'elles vont avoir, elles sont au service de ces besoins-là. Comment est-ce qu'on fait pour davantage connecter à ces besoins-là, que ce soit à l'intérieur de nous pour mieux les amener, puis que ce soit quand on veut écouter les personnes qui sont autour de la table et même écouter les besoins auxquels on veut se mettre en service pour notre projet, pour notre mission, pour notre organisation. Comment on fait? Développer la conscience des besoins. D'abord pour soi-même, en auto-empathie. Je veux avoir cette connexion à moi, aux besoins, pour être capable d'avoir une expression plus claire puis plus ancrée. Puis quand je vais amener une proposition qui est peut-être inconfortable parce qu'on dirait que oups, tout le monde est en train d'aller dans une direction, hein, plus ça va, là,
Moi, je le sens souvent à l'intérieur de moi, on fonctionne par tour de cercle, OK, chez Spiralis. Une première personne dit quelque chose. Opinion A. Deuxième personne, ah, j'aime l'opinion A. Troisième personne, ah, moi aussi, je trouve que l'opinion A, elle a bien de l'allure. Là, oh, moi, j'ai une opinion B. Ouh! Et il se passe tout plein de choses à l'intérieur de moi, juste là, à l'idée de, c'est comme, tu sais, quand on est tous d'accord, des fois, on dirait que ça crée comme de la petite magie. Là, ouh! Puis là, on a l'impression, oh non, je vais être la personne qui va gâcher ce party. Est-ce que je vais vraiment oser gâcher ce party? Mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que je peux même donner plus de sens à ce qui est important pour moi? Moi-même accorder de la valeur. Puis ça, c'est en prenant le temps, en auto-empathie, en identifiant, mais à quel beau besoin je me mets en service quand je veux amener cette opinion B. Aussi, quand j'entends peut-être l'opinion A, ça me fait un effet de, ben voyons donc. Puis il y a toutes sortes de choses qui s'activent à l'intérieur de moi. Juste de reconnaître qu'est-ce qui est important pour moi va me ramener aussi en présence, puis je vais éviter d'avoir des réactions impulsives ou défensives face à la première opinion. Fait que je veux développer cette conscience de moi, de qu'est-ce qui réagit à l'intérieur pour pouvoir mieux l'amener. Et connecter aux besoins, c'est aussi en écoute empathique. Fait que je veux écouter sans chercher à évaluer ou à réagir, sans vouloir convaincre ou de gagner un débat. Quand on travaille en équipe, puis qu'on a des projets, puis qu'on a des objectifs, puis qu'il y a de la performance à aller chercher, on est payé pour notre gros cerveau à trouver des solutions puis à avancer. Fait que notre réflexe, c'est souvent d'analyser, d'évaluer, trouver des arguments, des informations. Puis ça, ben, quand on tombe directement là-dedans, qu'est-ce que ça fait? Mais vous avez sûrement vu des brainstorms qui tournent mal. C'est comme, ah, moi, j'ai telle idée, là. Ah, ouais, mais non, là, ça marche pas parce que ouah, il y a quelque chose qui écrase, on n'a plus envie d'en parler. Tout de suite, on tombe dans l'analyse, dans la critique, dans le jugement. Ça tue la créativité. Fait que comment est-ce que je fais pour juste, hey, curiosité. Qu'est-ce que cette personne-là propose? Est-ce que je peux juste même m'ancrer dans cette curiosité-là, puis peut-être essayer de comprendre justement l'essence de ce que l'autre cherche à exprimer en connectant aux besoins? Hmm. Ah, peut-être que c'est, oui, de la créativité. Oh, du défi. OK. Oh, quelque chose qui est plus dans la sécurité. OK. Oh, de la rigueur. Fait que ça aussi, ça va m'aider à voir des choses plus loin que les stratégies auxquelles moi, je peux connecter. Ah ouais, j'ai ça, moi, de la rigueur aussi. Bon, peut-être pas aussi souvent que d'autres, mais j'en ai. Je sais qu'est-ce que ça goûte, je sais qu'est-ce que ça ressemble. Je peux écouter la stratégie qui parle de rigueur aussi, puis rester en présence de ça. Ce que la CNV nous enseigne, c'est à porter notre regard sur les besoins. Puis je reviens à, à ma diapo précédente, c'est OK, est-ce qu'il y a moyen que même si je n'ai pas la même soupe au même moment, je puisse me relier à, ben oui, moi aussi, je tiens à l'efficacité. Ah oui, OK, et je tiens au défi, je tiens à l'expression, c'est vrai. Est-ce que je peux trouver avec les autres, m'amener dans cette perspective-là où ces besoins-là ne sont pas en contradiction, ou est-ce qu'ils peuvent tous être considérés? Ah, la bonne réponse. Moi, quand j'ai une idée, je l'aime, mon idée, là. Je suis attachée à mon idée, puis je pense que c'est la bonne réponse, là, parce que elle me stimule, parce que je l'ai faite moi-même, fait que je l'aime beaucoup. Fait que quand j'entends d'autres idées qui vont dans d'autres directions, j'ai comme l'impression que ça sonne comme une mauvaise réponse, parce que moi, on a souvent ce biais-là que nous, à l'interne, on sait tout ce qu'on a considéré avant de dire quelque chose. Mais on ne le voit pas, le processus de l'autre. Fait que
par définition, on se dit qu'il y a moins d'éléments qui ont été considérés, tout simplement parce qu'on n'a pas eu accès. Fait que ça fait souvent un effet de bonne versus mauvaise réponse. Fait que qu'est-ce qu'on nous propose en CNV? C'est de s'habituer à tolérer l'inconfort. On vit dans une société qui ne nous propose pas de construire de la tolérance à l'inconfort. Moi, maintenant, quand je ne peux pas commander quelque chose pour le lendemain sur Amazon, je viens vraiment, vraiment très fâchée parce que je n'ai plus l'habitude, même pour ça, de tolérer le moindre inconfort. Là, je peux passer vraiment beaucoup trop de temps à magasiner d'autres options qui pourraient me livrer en 24 heures. Et des fois, je me surprends à me dire, waouh, mais à quel point je peux pas vivre avec une petite seconde d'inconfort. OK. Fait que de juste laisser plusieurs vérités coexister sans se presser de prendre une décision. Il y a plusieurs moments dans ma vie où juste faire, oh, OK, moi, c'est ça, je le détaille. Toi, c'est ça, je le détaille. OK, je peux vraiment avoir ton point de vue. Je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas par où aller à partir de là. Arrêtons. Finissons la discussion pour le moment. On y reviendra plus tard. Puis c'est fascinant comment est-ce que de rester avec le fait qu'il y a plusieurs vérités qui se peuvent en même temps, de revisiter la conversation, de rester dans l'ouverture de ce dialogue-là, favorise l'émergence d'une solution créative qu'on n'avait pas envisagée au début parce qu'on était très, très collé et attaché à notre stratégie préférée. Puis oser l'erreur. Ça, dans une organisation, c'est vraiment important parce que c'est rare que la première démarche. Mais on n'a souvent pas beaucoup de tolérance pour les erreurs. Et comment est-ce qu'on peut faire pour encourager l'erreur comme une partie intégrante du processus? Une des choses, c'est de célébrer les efforts, même ceux qui sont infructueux, les essais puis les échecs. Souvent, on va accorder du temps puis célébrer les hey, telle personne a eu telle réussite, il y a eu tel truc qui a été, tel contrat qui a été signé, il y a tel nombre de personnes qui est venu à notre événement. Mais quand est-ce qu'on prend le temps de célébrer ce qui n'a pas marché? Juste pour avoir osé, juste pour le courage de l'avoir fait, juste pour la créativité d'avoir fait quelque chose de nouveau. Ça envoie un message. Ce qu'on célèbre envoie un message. Et si vous êtes en leadership, parlez de vos erreurs. Le plus haut niveau de vulnérabilité dans une équipe, c'est le niveau de vulnérabilité de la personne en position d'autorité. Et que si la personne en position d'autorité ne parle jamais de ses erreurs, si vous avez un leadership quel qu'il soit, s'il vous plaît, parlez de vos erreurs. Ça va ouvrir la permission à tout le monde. Ça va dire, hey, ici, on peut faire des erreurs et personne n'en meurt. Ça va aller. Il n'y aura pas de conséquences négatives à ça. C'est pas simple parce que c'est inconfortable. Euh, je regarde s'il y avait autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça. Sûrement, mais je vais continuer quand même. Euh, pour tout ça, puis je l'ai mentionné plus tôt, de créer un environnement qui est collaboratif et sûr. Qu'est-ce que c'est? On, on parle beaucoup de sécurité psychologique au travail. Euh, si on veut pouvoir s'exprimer avec authenticité, ça prend un espace où on le sait qu'on ne sera pas jugé, qu'on ne sera pas critiqué. Et ça permet d'explorer les nouvelles perspectives. Dès qu'il y a un doute qu'on va être rejeté, ridiculisé ou qu'on va avoir quelques conséquences négatives que ce soit,
même si ça nous est jamais arrivé directement, juste le fait de le voir en quelque part dans notre environnement, ça rend cette possibilité-là, active dans notre cerveau. Fait que même quand on le fait dans le corridor pour se détendre, ce phénomène-là d'entendre de la moquerie, c'est comme de la pollution à créativité dans des systèmes organisationnels. Et comment est-ce qu'on fait pour créer ces espaces-là sécuritaires concrètement en, en dehors de justement favoriser un espace où on ne, on n'encourage pas le jugement puis la critique? C'est de créer, de commencer par créer des espaces sécuritaires. Nous, on s'amuse chez Spiralis quand on a pu, on dirait qu'on n'arrive pas à sortir de ce qu'on connaît déjà. On part un brainstorm idées folles. OK, on y va. C'est quoi les idées folles, incroyables, il n'y a pas de limite, on se permet tout, là, n'importe quoi, pourvu que ça n'ait pas déjà existé, là, on essaye des choses. Et quand on se lance, bon, les premières idées sont souvent complètement farfelues, mais après trois, quatre, oups, c'est comme si ça ouvre un chemin de créativité, puis il y a plein de possibles qui émergent. Puis l'idée, c'est, on n'en parle même pas. On n'est pas en train de dire, ah ouais, mais ça marche pas. Puis quand ça arrive, hop, 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 on se coupe là-dessus, on continue. On continue de faire des tours pour en faire sortir d'autres. De ralentir les processus décisionnels, puis d'augmenter le seuil du désaccord. De quoi ça a l'air ça? Bon, ralentir le processus décisionnel, c'est OK, est-ce qu'il y a quoi que ce soit, y a-t-il des objections? Ah non, on va faire comme notre ami à GM, puis on va ralentir. Mais c'est aussi d'augmenter le seuil du désaccord. C'est est-ce que quelqu'un est en désaccord à ce qu'on aille de l'avant? Ça, c'est un seuil. Est-ce que quelqu'un a un inconfort qu'il voudrait nommer? OK, on diminue encore le seuil. Est-ce que quelqu'un a le moindre doute ou questionnement par rapport à ça, ou voudrait qu'on attende avant de poursuivre la réflexion pour voir s'il y en a qui émergent? En jouant avec notre seuil, souvent, on diminue le seuil, puis là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui fait, ben, en fait, des fois aussi, on a besoin de temps. Tu sais, attends, je veux tout analyser, puis nos vies vont tellement vite, on veut prendre des décisions tellement rapidement que, attends, je suis en désaccord, je suis pas en désaccord. Si j'ai même pas eu le temps de me ressentir un petit peu, je le sais pas. Je suis pas au courant encore, mais donne-moi le temps, puis peut-être que oui. Fait que le seuil et le rythme. Puis finalement, si vous êtes en position de leadership, soyez vulnérable en leadership, soyez vulnérable en premier. Donc, si il y a quelque chose de farfelu ou une question, une interrogation que vous vous demandez, ben allez-y. Ça va ouvrir les possibilités pour les autres.